Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle ne voyait rien, mais elle a fait pleurer le monde entier avec sa musique. L'air est frais et vif, chargé de la douce odeur des feuilles mortes mêlées à celle du café et des trottoirs encore chauds du jour. La ville bruisse doucement, mais dans le cœur de la Carnegie Hall, c'est un tout autre silence qui règne, celui de l'attente, du doute, de l'espoir. Ce soir, cette salle mythique, où jadis des légendes ont fait vibrer les murs, accueille l'un des événements les plus prestigieux du monde musical, le concours international de piano Virtuoso of Tomorrow. Une compétition réservée aux plus jeunes prodiges, âgés de 16 à 20 ans, venus des quatre coins de la planète pour tenter de conquérir une place dans l'élite des pianistes classiques. Dans les coulisses, l'atmosphère est électrique. Un silence presque sacré s'est installé, lourde tension. Chaque candidat se prépare à sa manière. Certains pianotent nerveusement sur des claviers portables, d'autres murmurent une prière. Quelques-uns ferment les yeux, visualisant déjà la scène et le public. Les mains tremblantes, les lèvres pincées, chacun sent ce moment où tout peut basculer. Parmi ces jeunes talents, une figure se détache, non par la prestance, ni par un éclat particulier, mais par son calme étonnant. Assise sur un banc, une jeune fille en jean noir usé et chemise blanche simple semble figée dans le temps. Son visage est serein, presque lumineux, mais ses yeux sont cachés derrière des lunettes noires. Elle ne regarde rien. Elle ne voit rien. Mais tout autour d'elle, on sent qu'elle écoute. La respiration légère, le bruissement des tissus, le frottement des pieds sur le parquet, les battements de cœur des autres candidats, les battements du sien. Elle s'appelle Emily Carter. 17 ans. Aveugle de naissance. Son histoire est celle d'un courage tranquille. Son père, Daniel Carter, un homme au visage marqué par les années, au regard doux et protecteur, veille sur elle avec une tendresse inébranlable. Daniel, ancien technicien du métro new-yorkais, a perdu sa femme alors qu'Emily n'avait que 3 ans. Depuis, il s'est consacré entièrement à sa fille. C'est lui qui lui a offert son premier piano, un vieux clavier électronique, usé, mais chargé d'espoir, quand elle avait 6 ans. Sans le savoir, il avait allumé une flamme qui ne cesserait de grandir. Emily n'avait pas vu la lumière, mais elle entendait les sons, les émotions, la musique du monde. Des années d'efforts, de répétitions dans leur petit appartement du Bronx, des sacrifices, des nuits blanches, des encouragements à ne jamais abandonner. Ce soir, c'est un moment unique. C'est la première fois qu'Emily va jouer devant un jury professionnel. Pas un simple récital, mais un concours qui pourrait changer sa vie. Et parmi les membres du jury, un seul nom suscite autant d'admiration que de crainte, Ethan Blake. Âgé de 41 ans, Ethan est un pianiste virtuose au palmarès impressionnant. 3 Grammy Awards, 8 tournées mondiales à guichet fermé, et une réputation forgée à coups de performances spectaculaires et d'interviews tranchantes. Sa technique est légendaire, son oreille absolue redoutée dans les conservatoires du monde entier. Mais ce n'est pas seulement son génie qui le précède. C'est son caractère glacial, son mépris assumé pour les amateurs, et sa langue acérée. Il parle peu, mais ses critiques peuvent briser des carrières avant même qu'elles ne commencent. Dans le milieu, on dit qu'il peut détecter la faiblesse d'un musicien dès les 3 premières notes. Certains le craignent comme on craint une tempête. Ce soir, installé au centre de la table des jurés, en costume noir sur chemise immaculée, il feuillette distraitement le programme. Il connaît déjà les noms qui comptent, les enfants de grands professeurs, les élèves des académies prestigieuses, les favoris. Il n'attend pas de miracle. Il attend d'être impressionné, et très peu y parviennent. Lorsque la présentatrice monte sur scène, sa voix résonne dans la salle. Prochaine candidate, Emily Carter, 17 ans, originaire de New York City. Elle interprétera le nocturne en do dièse mineur de Frédéric Chopin. Un léger murmure traverse l'assemblée. Emily Carter? La fille aveugle? Certains spectateurs échangent des regards intrigués. D'autres froncent les sourcils. Ce concours est d'un niveau exceptionnel. Que fait une jeune aveugle ici, face à des virtuoses formés dans les plus grandes écoles du monde? Même dans le jury, les chuchotements discrets commencent. Mais Ethan Blake reste silencieux. Il lit encore la fiche d'Emily.
Aveugle de naissance. Formation, autodidacte assisté. Professeur principal, Daniel Carter, père. Formation informelle. Aucun conservatoire. Aucun prix majeur. Il lève enfin les yeux. Et la voit. Émilie entre en scène. Elle avance lentement, guidée par la main rassurante de son père. Sa silhouette fine semble fragile sous les projecteurs dorés. Les marches sont hautes, le silence pesant. Daniel l'aide à s'orienter. Elle frôle du bout des doigts le bord du piano, puis trouve le banc. Elle s'assied avec grâce, ajuste doucement sa posture, tâtonne pour localiser les pédales, puis place ses mains au-dessus du clavier. Son visage est paisible. Concentré. Entier. Mais Ethan Blake n'est pas ému. Il croise les bras, l'air déjà lassé, et laisse échapper un léger soupir. Il penche la tête vers sa collègue jurée à sa droite, sans détourner les yeux d'Émilie, et murmure mais juste assez fort pour que les micros de la salle captent tout. J'espère qu'elle saura au moins distinguer un do d'un sol. Sinon, ça va être long. Un léger gloussement jaillit de quelques coins du public. Ce n'est pas vraiment un rire. C'est une hésitation, entre gêne et mépris partagé. Émilie, elle, reste de marbre. Peut-être n'a-t-elle rien entendu. Ou peut-être a-t-elle tout entendu, mais choisi de ne rien répondre. Elle inspire profondément, comme si l'air de la salle entière allait l'aider à traduire ce qu'elle porte en elle. Puis, dans ce silence désormais tendu d'attentes incertaines, elle pose ses doigts sur les touches. Et commence à jouer. Au début, il n'y eut que 3 notes. Claires. Frêles. D'une douceur presque timide. Comme une voix qui ose à peine troubler le silence, comme un enfant qui pose sa première question au monde. Puis une respiration, un frémissement, et les doigts d'Émilie reprennent vie. Le rythme s'installe. Pas imposé, pas mécanique organique, presque vivant. Une pulsation intime, irrégulière, humaine. Et alors, tout change. Le public cesse littéralement de respirer. On aurait pu entendre la chute d'une aiguille sur la moquette rouge. Les conversations mentales s'arrêtent, les pensées s'effacent. Les visages tournés vers la scène deviennent statiques, comme figés dans un rêve éveillé. Un juré, stylo encore à la main, s'interrompt en plein mot. La directrice artistique de la salle, debout au fond, lâche doucement son carnet. Le technicien son, dans la régie, oublie ses réglages. Les moniteurs clignotent dans le vide. Émilie ne joue pas une partition. Elle confie un monde. Chaque note semble venir de plus loin qu'elle, comme si quelqu'un ou quelque chose passait à travers elle. Chaque vibration est une larme non versée, un souvenir oublié, une émotion qu'on croyait morte. Les silences, surtout, sont bouleversants. Ils ne sont pas vides. Ils sont habités. Chargés de ce qu'elle ne peut pas dire avec des mots. C'est encore Chopin, techniquement, mais ce n'est plus Chopin. C'est une confession. Une lettre d'amour à l'humanité. Une prière silencieuse d'une jeune fille qui n'a jamais vu la lumière, mais qui l'a trouvée ailleurs, dans le son, dans les intervalles, dans ce que le monde refuse d'écouter. Et Ethan Blake? Le grand Ethan Blake, l'homme au cœur de marbre et aux critiques acérées? Il est figé. Ses bras se décroisent lentement. Son regard, fixé sur Émilie, n'exprime plus ni scepticisme, ni mépris, ni ironie. Juste, du vertige. Lui, qui a interprété cette œuvre plus de 200 fois. Lui, qui a écrit un livre entier sur l'âme de Chopin. Lui, qui pensait en avoir épuisé toutes les subtilités. Il se sent, soudain, petit. Une vérité brute le traverse. Il a, peut-être, trop souvent joué avec la tête, et trop rarement avec l'âme. Une boule se forme dans sa gorge. Il baisse les yeux. Il ferme ses mains. Et puis, imperceptiblement, une larme. Elle glisse lentement le long de sa joue. Il ne l'essuie pas. Sur scène, Émilie continue. Elle ne voit pas les regards bouleversés. Elle ne sait pas que le public est suspendu à ses doigts. Elle n'imagine pas que des centaines de personnes pleurent en silence. Elle joue, simplement. Pour sa mère disparue. Pour les soirs où son père lui disait de ne jamais abandonner. Pour cette douleur étrange d'exister sans voir, mais de ressentir si fort.
Pour la musique. Pour la vie. Et puis, vient la dernière note. Une note suspendue, tenue, comme si le temps refusait de reprendre son cours. Une étoile fragile, brillante dans l'obscurité. Elle s'éteint doucement. Émilie ne bouge pas. Elle attend que le silence finisse de parler. Et alors, la salle éclate. Une ovation foudroyante. Des applaudissements si intenses qu'ils en deviennent presque des cris. Certains debout dès la dernière touche. D'autres se lèvent lentement, les joues baignées de larmes. Une femme au premier rang serre la main de son voisin sans s'en rendre compte. Un homme au fond murmure, d'une voix étranglée. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi vrai. Émilie, surprise, confuse même, reste un instant immobile. Puis elle se lève doucement, sourit faiblement, presque gênée par cette explosion d'émotions qu'elle ne peut voir mais qu'elle sent vibrer dans l'air. Elle tend une main, hésitante, à la recherche de son père. Mais c'est Ethan Blake qui se lève. Le public croit d'abord à un geste de respect, une standing ovation, une reconnaissance. Mais il descend les marches du jury, s'avance jusqu'à elle. Silence. Un silence encore plus lourd que tous ceux de son interprétation. Ethan s'arrête devant elle. Ses yeux rougis brillent. Puis, sous les regards médusés de la salle entière, il prend doucement sa main, s'agenouille, et l'embrasse. Un murmure de stupeur traverse l'audience. Il ne joue aucun rôle. Il n'évalue plus. Il écoute, enfin. Et dans un souffle, il dit simplement. Pardonne-moi. Tu m'as rappelé pourquoi j'avais commencé la musique. En l'espace de 24 heures, la vidéo d'Émilie devient virale. D'abord, ce sont quelques spectateurs présents dans la salle qui postent des extraits filmés sur leur téléphone. L'un d'eux, un influenceur musical connu, écrit simplement. Elle est aveugle. Elle a joué Chopin. Et j'ai pleuré comme un enfant. Une autre vidéo, filmée depuis le balcon, montre Ethan Blake s'agenouillant devant elle, tenant sa main, les larmes aux yeux. Ce geste, si inattendu, si humain, fait le tour du monde en quelques heures. #Emily Carter devient tendance sur Twitter. Puis viennent #Piano Without Sight. Et surtout #Sound of Light, le son de la lumière, devenu le symbole de sa musique. TikTok explose, des centaines de jeunes recréent la scène, d'autres se filment en pleurs en écoutant la bande audio. Des pianistes célèbres du monde entier, du Japon à l'Allemagne, reprennent le nocturne de Chopin, mais aucun ne parvient à transmettre ce qu'Emily a offert. Sur YouTube, la vidéo officielle publiée par Carnegie Hall franchit le million de vues en moins de 5 heures, et 10 millions en 2 jours. Les commentaires affluent de toutes les langues, espagnol, portugais, arabe, mandarin. Elle ne joue pas. Elle guérit. Mes enfants m'ont vu pleurer pour la première fois. Merci Émilie. Une jeune fille aveugle m'a rappelé ce qu'est la beauté. Les grands médias s'en emparent. CNN ouvre son journal du soir avec la mention. Une prodige sans yeux, mais avec une vision que le monde entier semble partager. NBC envoie une équipe au domicile d'Emily dans le Bronx. NPR consacre un épisode complet de son podcast Hidden Genius à son parcours. BBC lui consacre un reportage intitulé Sound of Light, la musique qui voit au-delà des yeux. Même Oprah publie un tweet. Il y a des moments où l'art ne divertit pas, il élève. Emily Carter est un tel moment. Emily, pourtant, reste fidèle à elle-même. Discrète. Calme. Modeste. Elle refuse plusieurs propositions publicitaires, décline une offre de contrat d'image avec une marque de lunettes de luxe, et demande que l'attention médiatique ne la détourne pas de ce qui compte vraiment, la musique, et les messages qu'elle porte. Elle accepte quelques interviews triées sur le volet. Et quand elle est invitée sur le plateau du Tonight Show avec Jimmy Fallon, c'est dans une robe simple, aux couleurs douces, main dans la main avec son père, Daniel, qui la guide dans le studio. Le public l'ovationne avant même qu'elle ne s'assoie. Jimmy, visiblement ému, peine à contenir son admiration. Emily, comment expliquez-vous ce que vous avez fait ressentir à toute la planète? Emily sourit doucement, puis répond avec sa voix douce et ferme. Je n'ai jamais vu le monde. Mais j'ai toujours entendu sa musique. Je crois que chaque cœur a une mélodie. Moi,
Je ne fais que la traduire. Un silence se fait. Puis le public applaudit, debout, sans qu'elle ne voie leurs larmes. Peu après, un appel privé change le cours de son destin. C'est Ethan Blake, l'homme qu'elle a bouleversé, qui la contacte. Il lui propose une tournée exceptionnelle. Two Piano One Light. Une tournée à 2 pianos, à travers les plus grandes salles d'Europe, Paris, Berlin, Rome, Vienne, Londres, Madrid. Ethan précise. Cette tournée ne sera pas pour briller. Elle sera pour transmettre. Tu m'as redonné un sens que j'avais perdu. J'aimerais le partager à ton côté. Émilie accepte. Pas pour la gloire. Pas pour les projecteurs. Mais parce que, dit-elle. Si la musique peut toucher un enfant en larmes à Londres, une mère fatiguée à Séoul, ou un vieil homme seul à Lisbonne, alors, j'irai. Les salles sont pleines. Complètes des mois à l'avance. À la Philharmonie de Paris, les files d'attente entourent le bâtiment. À Vienne, un spectateur vend son billet sur Internet à 8 000 €. Et chaque soir, le miracle se reproduit. 2 pianos. 2 artistes. 2 mondes différents réunis par une vérité invisible. Les critiques sont unanimes.